Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Aware. Ravi de vous voir tous et toutes ce soir. Donc, bienvenue à la Villa Vassiliev, qui est maintenant le centre de documentation et de recherche d'Aware, de l'association Archives of Women Artists Research and Exhibitions. Et donc nous sommes ravis de cette rencontre organisée en collaboration avec Chloé Bonimore et Morad Montazami de Zaman Books and Curating, qui sont aussi des commissaires de la programmation de ce soir, auteurs et autrices de l'invitation aux artistes. Et donc nous sommes plus qu'honorés de la présence des artistes, Bahar Mazadeh, Neda Razabipour et Golnaz Payani. Merci beaucoup d'être venus ce soir discuter avec nous. Et nous allons peut-être vous dire quelques mots au sujet du cycle dans lequel cette rencontre s'inscrit, un cycle que nous avons initié en novembre de l'année dernière et qui vous sera présenté par ma collègue Nina Holz. Merci Mathilda Tachiska. Donc bienvenue. En effet, cette rencontre fait partie d'un cycle que nous avons imaginé et auquel vous êtes aussi invités pour d'autres éléments. C'est un cycle qui doit faire lien entre le présent et le passé, entre le ici et le ailleurs. Comme vous le savez peut-être, nous sommes dans l'atelier de Marie Vassiliev qui s'est installée ici autour de 1910. Elle a réinventé ce lieu de multiples fois. Ça a été une cantine pendant la Première Guerre mondiale, ça a été aussi un lieu de rencontre, un lieu de travail, un lieu de fête et un lieu d'accueil d'artistes et de personnes venant un peu de partout. Donc ça, c'est un héritage qu'on revendique. Donc nous avons imaginé ce cycle. On invite à chaque fois des commissaires à co-construire avec nous et à inviter des artistes qui vivent à Paris ou qui passent juste à Paris et de différentes générations, c'est important pour nous, puisque nous sommes le plus connus par notre site, que vous connaissez probablement aussi, et où nous présentons des artistes plutôt historiques. Donc ces rencontres, c'est aussi une façon de nous connecter à la création contemporaine et à l'actualité. Voilà. Et après la rencontre qui va durer à peu près 2 heures, il y aura un petit verre en bas. Que je remercie très chaleureusement pour leur présence, bravant le temps et l'espace en quelque sorte, et pour se retrouver donc comme vous vous en doutez tous, puisque vous êtes tous aussi au courant de l'actualité politique et aussi de la situation qui peut toucher l'Iran, en l'occurrence. Donc, ce soir, la discussion ne portera pas sur des sujets politiques en soi, puisqu'on est bien dans une association d'histoire de l'art des femmes, donc l'association OER, qui fait un travail remarquable sur la documentation des artistes femmes du monde entier, sans limite géographique. Donc ça, c'est déjà un travail assez colossal qui est réalisé par OER et qui donne encore plus de sens à notre collaboration. Donc, puisque je suis pour ma part Morad Montazami, le directeur de Zaman Books and Curating, donc cette plateforme éditoriale et curatoriale qui s'associe avec OER ce soir pour cette présentation et pour cette table ronde. Et que je suis également accompagné de ma collègue Chloé Bonimore, qui est ici avec nous, et qui m'a accompagné, qui m'a plus qu'accompagné, avec qui on a donc pensé et construit le programme. Avant de donner la parole à ma collègue Chloé, je dirais juste un petit mot sur le titre de cette séance, qui s'intitule « Sur un fil, oublier l'art contemporain iranien », entre guillemets, oublier l'art contemporain iranien, façon de parler. Sur un fil aussi parce que les artistes avec lesquels on va discuter ce soir travaillent ou vivent aussi sur un fil, à plusieurs sens du terme, et ça c'est peut-être quelque chose qui se dégagera naturellement de nos échanges sur leur travail. On peut être sur le fil, bien sûr, entre 2 pays, ou entre 2 espaces, ou entre 2 mondes, et on peut surtout être
Et on peut surtout être, disons, aussi au-delà des frontières nationales ou géographiques. Donc, le titre « Oublier l'art contemporain iranien », c'est pas littéralement à prendre au pied de la lettre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, les artistes iraniennes évoluent dans des espaces presque, je dirais, post-diasporiques, post-exil, où finalement le fait de vivre ou de travailler entre 2 ou 3 endroits n'est plus forcément une condition temporaire, mais une condition prolongée, de travailler de manière multisituée, transnationale, d'accueillir certaines ruptures et d'être capable de les subvertir, des ruptures personnelles, des ruptures émotionnelles, esthétiques, historiques. On a choisi ce soir 3 artistes qui offrent un éventail de pratiques assez large et de rapport au médium aussi, à la fabrication de leurs œuvres et de leur discours artistique, même si on retrouvera des thématiques comme le corps, la mémoire ou l'absence, de manière générale, qui pourra aussi servir de fil conducteur. Donc, je te laisse la parole, Chloé, si tu voulais dire quelques mots aussi en introduction sur... Je te laisse la parole. Ça marche. Merci. Merci Morad. Je pense qu'effectivement, il était très important à un moment donné ou à un autre qu'on réussisse à se réunir quelque part dans Paris avec une partie des artistes qu'on connaît, avec qui on travaille aussi, qui font partie d'une diaspora qui vit entre plusieurs lieux, comme Morad l'a si bien dit, et chez qui on retrouve des thématiques. Je pense que c'est aussi pour ça que c'était important de faire la programmation de films qui est au rez-de-chaussée, que vous aurez l'occasion d'aller voir peut-être après la conférence. Parce que donc il y a une quinzaine de films d'une dizaine d'artistes qui sont dans le monde entier, aux États-Unis, en Iran, en Europe et ailleurs, et qui ont des références, des inspirations complètement différentes les unes des autres. Et pourtant, encore une fois, vous allez même le pressentir ou le remarquer, on retrouve dans chaque film ce fil autour de l'absence, du corps et de la mémoire. Donc c'était important pour nous de créer un peu ce rayonnement d'artistes et de réunir cette diaspora à un endroit de manière dématérialisée et en présence avec vous. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de nous rejoindre ce soir. Ok, on va commencer cette rencontre par toi, Nadia. Donc Neda, avec qui on a déjà dialogué par le passé, et Dieu sait que tu as une histoire longue aussi avec Paris, même si ce n'est pas la ville où tu vis et tu travailles, mais c'est la ville où tu as étudié. Donc je rappelle brièvement sur ton parcours, avant d'entrer dans la discussion, donc que tu travailles entre l'Iran, l'Europe et aussi l'Amérique du Nord. Donc d'avoir réussi à occuper en fait ces bâtiments soit abandonnés, soit inachevés, donc, ce que Robert Smithson appellerait en quelque sorte des ruines à l'envers, et de les occuper avec ces visages de personnes comme vous et moi, d'anonymes, mais qui ont aussi des noms, et de créer un espace presque, on pourrait dire, de citoyenneté, de rendre visible le visage de certains citoyens dans une société en Iran où la place, tout simplement, du citoyen, la place de celui qui veut parler pour la société ou parler dans la société n'est pas toujours la plus simple. Et comment ces choses-là ont évolué? C'est-à-dire, est-ce que de passer à cette visibilité soudaine des années 2000 à une visibilité beaucoup plus sous les radars dans les années 2010, comment tu le ressens? Qu'est-ce que ça a donné dans ton parcours, finalement, d'avoir connu la visibilité et aussi une forme, pas d'invisibilité, mais de visibilité à coefficient beaucoup plus réduit, hein? Même si aujourd'hui on essaye de reprendre des forces et de parler des artistes importants comme toi. Alors, bonjour et merci à tous d'être là, vraiment. Tu as tellement gagné 20 ans déjà. Attends, je dois repasser 20 ans de ma vie, ou plus, parce que c'était pas au début. Non. Tu as fait des choses avant. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui, pendant tout ce temps-là, on travaillait.
parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc, il y avait des œuvres ou des travaux qui étaient mieux vus, les gens qui étaient plus en relation, qui étaient plus curieux, pour venir chercher un peu plus, pour savoir qu'est-ce qu'on devenait. Mais ça se ressentait dans la communauté des artistes, cette période avec plus de visibilité, et ensuite cette période. Oui, mais c'était un peu différencié, c'est-à-dire qu'il y avait encore des artistes qui étaient visibles, mais plutôt les artistes qui étaient dans l'économie de l'art, qui étaient des artistes qui étaient plutôt Dans le marché. Dans le marché de l'art, oui. Donc eux, oui, ça continuait toujours. Donc il y avait, pour te dire, arriver très rapidement jusqu'à la fin, c'est qu'on a toujours travaillé et on a, entre nous, en Iran, avec les gens qui n'étaient pas forcément des gens du monde de l'art, cette œuvre montre bien qu'on a donné la parole et le visage aux citoyens normaux, là où sur les façades, ils n'avaient pas leur place, surtout dans un pays comme l'Iran. Et les façades sont occupées par d'autres types de visages. Oui, d'autres images, des héros ou des martyrs. Et c'était un peu le vis-à-vis, regard dans le regard, œil en œil, parce qu'il faut dire que juste à côté d'ici, il y avait un grand boulevard qui passait, donc les gens pouvaient voir cet immeuble qui était en train de se construire et qui était dans cet état-là pendant longtemps, dans leur voiture en passant. Ça, c'était une œuvre pour laquelle il avait, à l'époque, en 2003, qui était le président de la République? J'ai oublié. Donc c'était déjà... c'était encore Khatami. C'était encore Khatami, pas déjà Khatami. Et c'est un peu pour ça que ça s'est fait. Ça symbolise aussi cette période du mandat de Khatami qui était plus libéral, plus ouvert? On a eu l'autorisation de le faire, ce qui n'était pas facile à avoir, un peu grâce à cet espace un peu plus ouvert. Et justement, l'idée d'après, la proposition, parce qu'on a eu plusieurs propositions, l'installation qui le suivait, on n'a pas pu le faire parce que déjà, le président d'après, il était là. Ahmadinejad, il était à la mairie et ils n'ont pas accepté du tout, c'était un autre projet. Ouais. Mais juste pour dire très court, oui, on a travaillé pendant tout ce temps-là, et puis, mais pour dire la vérité, c'est que il faut quand même un va-et-vient, il faut quand même un dialogue. On ne peut pas rester dans son aquarium et travailler tout le temps sans avoir de retour et un écho et un feedback. Donc, oui, il y a 2-3 ans, j'avais presque commencé à me dire que j'arrête l'art dans la façon dont je le faisais. Et je vais faire autre chose, je vais faire un autre métier. J'avais commencé à vraiment voir que, ok, j'écris, je fais mes installations dans mon atelier. Pendant 1 an ou 2, c'était comme ça. J'étais ma propre critique d'art, j'étais ma propre philosophe, j'écrivais, je prenais des photos, je faisais des films. C'est vrai qu'il se trouve qu'il y a eu le Covid, mais en l'occurrence, le Covid est arrivé dans une période où les artistes iraniens étaient déjà sous cette espèce de pression économique, de ne plus pouvoir se déplacer, de ne plus être mis en avant dans les institutions. C'était bien avant le Covid déjà. Ça avait bien sûr avant. Le Covid n'a fait que alourdir cette période. Donc, pour toi, tu me rappelles cette période qui était assez difficile. Oui, J'avais essayé de l'effacer. Et puis oui. Et donc, dans ces formes processuelles, conceptuelles, non figées, tu as effectivement travaillé sur cette idée de l'équilibre instable. Peut-être même on pourrait dire de la recherche du déséquilibre, contrairement à la recherche de l'équilibre, en quelque sorte. À l'époque, c'était vraiment pas comme ça. Dis-nous dans l'ordre, alors. Voilà, je cherchais vraiment l'équilibre. Parce que ça commence tout simplement avec ma vie personnelle, et puis la vie autour de moi, et puis la société. Souvent, ça commence comme ça, une idée de départ, une idée où je me dis, quelque part, c'est un peu ma thérapie personnelle, et comment je peux être utile à faire passer cette idée aux autres. Donc, oui, je voyais de plus en plus de déséquilibre, même pas vraiment de déséquilibre, un certain équilibre vraiment instable, une instabilité dans toute notre vie de tous les jours. Alors, que ça soit
la façon dont on vivait politiquement, socialement, dans les familles, et de plus en plus j'avais l'impression que ça rentrait dans notre DNA depuis longtemps. Et je voyais ça plutôt parmi les jeunes justement à cette époque-là. Les jeunes qui avaient une façon de vivre assez exagérée, je voyais ça, qu'ils allaient à l'extrême. Et je me demandais pourquoi il y avait cette force d'aller vraiment à l'extrême, tout ce que ça peut être autour de la drogue, de la vie, la vitesse de la vie et tous les relationnels. Et je me suis dit tout simplement peut-être que c'est une après-coup de quelque chose. En fait, il y a une pression sociale, politique, traditionnelle, culturelle tellement forte que pour ne pas être abîmé, détruit, envahi, il faut donner une force de l'intérieur. J'ai eu une image comme ça. Alors, très simplement, je suis arrivée à l'idée d'équilibre instable, qui est à un moment très précis où nous sommes en équilibre. Ce n'est pas le chaos, et ce n'est pas la stabilité confortable. Mais c'est un moment, à tout moment, tu as l'impression que tu peux vaciller, tu peux tomber, Et ce n'était pas du tout quelque chose de sécurisant pour moi. Au contraire. Et je pensais que c'était pas, à l'époque, je pensais que c'était pas très créatif non plus, parce que c'est ce peur. Et j'en ai discuté avec des amis en France ou ailleurs, et je me suis rendu compte que cette instabilité, ce point d'équilibre instable, pour beaucoup de personnes à l'époque, en 2012, ces idées, j'ai commencé à les avoir en 2012. À l'époque, c'était, au contraire, c'était très créatif, c'était la vie. En dehors de ça, c'était la mort. Et je me suis dit, ok, on ne vit pas dans le même environnement, à mon avis. Et ça a commencé comme ça. Donc j'ai commencé à rechercher un peu là-dedans. J'ai commencé à faire cette première installation et performance avec cette idée de l'équilibre instable. Même si l'équilibre instable était déjà dans mon travail avant, mais moi, j'en étais pas consciente. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des performances ou des installations, des œuvres qui se suivaient les uns après les autres et qui étaient comme une démarche de laboratoire. Jamais fini, toujours un état pour le prochain état. Voilà, donc il faut notamment préciser que dans cette installation performance, là, on n'a pas pu montrer toutes les photos de la performance, mais ça se déroule en public. En réalité, là, on ne le voit pas sur ces photos, mais il y a des gens tout autour qui sont assis, debout, qui se baladent dans la pièce, mais qui en même temps respectent ton espace dans lequel tu accumules, tu tries et tu redétruis à répétition. Donc c'était pendant 8 jours, voilà. De façon répétitive, un peu circulaire. Pendant à peu près 2 heures, 2 heures et demie, enfin, il y avait une installation des objets de valeur, disons, de très belles objets. Certains venant de ma famille, et que je les ai disposés là, et en fait, pendant 2 heures, 2 heures et demie, je les nettoyais très attentivement, je les mettais dans l'armoire, je faisais comme une composition, et à un moment donné, l'armoire chavirait, et après, pendant 2 heures et demie, je travaillais avec des objets qui étaient ou cassés ou pas cassés, plus ou moins cassés. Et là, c'était ma décision de voir quel objet allait être comme une trash, comme un produit de résidus, et je les mettais dans un plateau pour être vendus de l'autre côté de la galerie, et lesquels seront en fait non remis dans un dispositif pour le lendemain. Je remettais l'armoire en place et le lendemain, ça recommençait. Et après, pendant 1 an, j'ai travaillé sur ces objets brisés. Et là, je suis arrivée à ce phénomène, enfin, de Age of Chaos, qui est encore un élément qui vient de mathématiques et de physique, mais moi je l'ai su après. En fait, j'ai commencé à travailler et après je me suis rendu compte que ce que je faisais entre la composition et l'accident, ça s'appelait Age of Chaos. Et donc j'ai fait toute une série là-dessus. Tout en les faisant, je commençais à lire, donc je suis arrivée un peu par les recherches, après un peu surtout par les pratiques que je faisais, je suis arrivée petit à petit au fait que voilà,
ce moment d'équilibre instable n'est pas forcément quelque chose de évitable, c'est pas forcément quelque chose dont on doit éviter et qu'on doit en avoir peur. C'est peut-être... Et c'est pour ça que j'avais brûlé une étape. Oui. Parce que tu n'as pas commencé par rechercher le déséquilibre. Tu nous as bien expliqué que ça passait d'abord par une recherche d'équilibre. En Et travaillant dans un deuxième temps, an sur ces brisures, en essayant de recomposer une composition et de trouver la beauté de ce chaos, j'ai commencé à beaucoup réfléchir et après ces images que j'ai eu une résidence d'artiste à Diaspis, à Stockholm, et là j'ai commencé à faire une recherche murale, disons, une mapping. un mapping qui prend toute une pièce quasiment. Oui, qui a, pendant tout le temps de ma résidence, je travaillais là-dessus et je commençais à réfléchir sur ce état d'équilibre, de déséquilibre, de chaos et d'équilibre instable. Et c'était vraiment idéal parce que j'étais dans un pays où il y avait beaucoup plus d'ordre que de chaos à cette époque-là. Enfin, il y a commencé à avoir certaines arrivées d'immigration et tout ça, mais l'ordre était... On le sentait partout. Et du coup, j'ai commencé à trouver des liens entre cet extrême chaos et cet extrême ordre. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce travail de mapping où tu vas créer des constellations de concepts et qui vont donc croiser la poésie, les sciences physiques, les mathématiques, l'esthétique et ta vie personnelle, c'est pas un plan théorique qui a été ensuite mis en application, puisque c'est quelque chose qui arrive après les expériences dont tu nous as parlé, qui finalement condense ces expériences et va t'amener ailleurs, et va t'amener aussi donc au stade de l'antifragilité. Des années plus tard. Des années plus tard. Toute une vie, en fait. Des années plus tard, parce que là, on n'était qu'en 2016. Et là, récemment, tu es arrivé à cette étape de l'antifragilité, notamment avec la performance que tu as donnée récemment dans la foire de Raziana, à Paris, il y a quelques mois. Pendant cette performance, tu étais un petit peu son ange gardien. On va voir que c'était une performance qui n'était pas sans risque, ou sans imprévu. Ça m'émeut un peu de revoir ces images. C'était un moment extrêmement fort. Donc là, on voit quelques secondes, mais Neda a fait cette performance pendant plusieurs jours. Donc ça a été un très long périple, je pense, dans ta pratique à Paris. Antifragility, c'est le terme utilisé par Nassim Taleb, qui est un mathématicien essayiste américain. Libanais. Et qui, lui, s'intéresse à justement cet ordre dans le chaos, qui est un peu cette idée sur laquelle tu marches comme sur un fil depuis quelques années. Et tu as retrouvé, donc, voilà, après la performance à Téhéran, des années plus tard, presque 10 ans plus tard, à Paris, alors que tu cherchais l'équilibre, là, t'as embrassé le déséquilibre et le chaos pour recréer une sorte d'ordre, si on peut appeler ça un ordre, c'est-à-dire que toute la vaisselle qu'on voit sur la table a été cassée par tes soins. Il y a une partie qui venait de cette performance de 2014. Qui a été ramenée, voilà, Oui. à cette occasion. Et pour la petite histoire, toi, tu es allé plonger tes mains dans ce tas de...
de sculpture brisée. Donc, ce qu'on voit pas très bien dans la vidéo, c'est que tu as les mains pleines de sang. C'était quand même un moment douloureux, mais dans lequel tu as trouvé énormément de sérénité. Donc, tu tournais autour de cette table pendant des heures, et tu venais piocher certains objets que tu réorganisais avec des couleurs, des formes. Et donc on est arrivé à cette étape de l'antifragilité dans ton travail. Alors, en fait, oui, donc je dis c'est toute une vie. De passer de cet équilibre instable, de cette peur d'être à tout moment chaviré et tombé, à accepter et apprécier cet équilibre quand même un peu instable, c'est-à-dire que ça nous donne quelque part, je me suis rendu compte que ça me donnait une force de pouvoir être, le mot m'échappe, enfin ça viendra après, flexible, d'être flexible, ce que je ne trouvais pas quand j'étais justement dans cette société où tout était ordonné, où il n'y avait aucune flexibilité. Il y a plusieurs façons d'avoir des réactions, où on est fragile et on casse, où on est fort et on devient robuste, où on s'adapte et on devient résilient, ou autre chose. On en crée quelque chose, d'autre et on devient antifragile. Et on ne peut pas le savoir d'avance. Ça veut dire qu'on encaisse le choc, mais on en fait quelque chose en encaissant le choc. On en fait quelque chose, et puis quelque chose qu'on peut... Tout organisme vivant fait ça, en fait. On utilise ce choc. On l'utilise. Et la différence entre l'antifragilité, et là je vais finir parce que ça fait trop long, et l'antifragilité et les trois autres, c'est que l'antifragile aime et a besoin de chaos, de choc, de l'erreur. Ça le nourrit. C'est comme une flamme, a besoin d'oxygène et tout ça. C'est pas une machine. Et je pense que on peut juste faire un petit parallèle à ce qui se passe en ce moment dans le coup de la planète où on connaît très bien. Et c'est vraiment, il y a un besoin de ce choc, de ce chaos pour arriver à quelque chose dont on ne connaît pas. On ne peut pas deviner ce qui va se passer. Et justement, je pense que aussi quand Thalem utilise la figure de l'hydre, le chien qui en coupe des têtes et qui en pousse de plus en plus, et ce qu'on retrouve dans les trois pratiques, c'est vraiment ce fil que vous tirez. C'est-à-dire que ce qui se détruit, c'est comme si ça se recyclait et ça vous mène. Je pense que c'est un peu le fait d'un artiste aussi, d'une artiste, c'est vraiment de se servir de ce leitmotiv qu'il y a au fond de vous, et c'est ce qu'on retrouve particulièrement chez vous trois. En parlant de tirer le fil, je pense qu'on va passer un peu rapidement sur un de tes projets qui s'appelait Self-Service. Peut-être que Morad, tu peux en parler. Oui, et donc moi je voulais juste le rappeler parce que c'est vrai que ça faisait partie des œuvres avec lesquelles on t'a connu aussi en dehors d'Iran. Je faisais référence à ce numéro spécial de la revue Art Press où on avait vu ton travail à cette époque. Et puis à cette époque-là, il y avait aussi les pour et les contre. Il y avait ceux qui critiquaient les artistes iraniens qui utilisent le tapis ou des signes considérés comme néo-orientalistes par certains. Qu'est-ce que l'identité iranienne? Sommes-nous perses? Sommes-nous des vendeurs de tapis, etc. Le fait de choisir quel morceau ou comment, et c'était pas un acte facile, c'était vraiment difficile à découper. C'est déjà un acte créatif et de réfléchir quelle partie de ce tapis je préfère et faire attention à ce que peut-être avant on regardait même pas, parce qu'on marchait dessus. Juste. Et donc quand tu disais que ça faisait écho aussi à la situation de 2009, c'était évidemment les fameuses manifestations massives qui ont eu lieu en Iran en 2009 et qui sont même considérées un petit peu comme une forme d'étincelle de ce qui a aussi donné les printemps arabes par la suite. Je pense que si on veut tenir un peu dans nos timings, il serait bon qu'on passe à Golnoz et donc peut-être on sacrifie un ou deux slides. Merci infiniment Neda. On revient de toute façon après pour avoir une discussion croisée entre vous et je laisse la parole à Chloé pour converser avec Golnoz Payani.
Bon, peut-être que du coup, pour introduire le travail de Golnaz aussi, c'est intéressant de rebondir sur cette dialectique construction, déconstruction, destruction même. Golnaz, tu as fait l'école d'art et d'architecture à Téhéran et une école, tu as étudié les arts plastiques à Clermont et une autre chose à Clermont-Ferrand. Il y avait 2 diplômes. En tout cas, tu as commencé à exposer en France vers 2011, je pense, et suite à tes études, et maintenant tu es représentée par la galerie Pras de la Balade. Récemment, on a vu ton travail au Salon de Montrouge, et tu as bientôt une exposition personnelle à Digne-les-Bains, au musée, que j'ai oublié le nom, Nîmes. Alexandre David-Nîmes. Exactement. Et voilà, dans ton travail, on retrouve cette dialectique qui emprisonne un peu quelque chose. C'est ta recherche autour de la disparition, qui n'est pas seulement la disparition, comme on peut l'entendre, du décès, de la mort, de quelque chose qui n'est plus tangible, mais plutôt de faire apparaître des choses qui sont invisibles. Donc c'est une quête. Dans ton travail, tu utilises le textile, le papier. Et je disais tout à l'heure que pour toi, même déchirer une feuille, c'est créer quelque chose. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans ton travail. Du coup, pendant la foire où Neda a fait sa performance, on avait la chance à côté de voir une de tes dernières œuvres installée dans le hall de la foire. Donc, je vous la montre maintenant. Peut-être que tu peux nous en parler un peu et puis on continue après. Bonjour. Comme ça? Ouais. Oui. Déjà, je voudrais vous remercier pour l'invitation et pour l'accueil à Mourad et Chloé et Aver. Alors, pour parler de cette œuvre, c'est une œuvre que je l'ai montrée en octobre à Asiana, octobre 2022. Elle s'appelle Emportée par le vent. Je l'ai fait pour montrer mon soutien au mouvement iranien Femmes et Liberté. C'est une œuvre qui, un peu comme plusieurs autres œuvres, c'est fait par une technique de détissage. Dans mon travail, en fait, je travaille avec du tissu, je travaille aussi avec du papier, du plâtre, je fais aussi des vidéos. Mais pour ce soir, on va se concentrer sur mon travail de tissu, mais parce que aussi c'est le médium qui s'approche plus en plus à moi. En fait, je me sens plus en plus confortable avec le tissu. Donc pour ce travail, j'ai acheté un tissu et je défais le tissu jusqu'à arriver à cette forme au fil qui tombe. Donc c'est un travail sur, comme tu as dit Chloé, sur construire sur ou avec ce qui est détruit ou qui est pas complètement détruit, mais quand même qui est tombé en lambeaux, qui est fragilisé, qui est interrompu, si on peut dire. Après, oui, voilà. Je vais vous présenter plusieurs de mes œuvres, mais d'une manière un peu chronologique, pour parler de tissu. Et en fait, je voudrais vous proposer un peu mon trajet, comment je suis arrivée à ce travail que je fais maintenant. Pour ça, je voudrais raconter très brièvement un peu mon histoire de vie. Je suis née en 86, pendant la guerre Iran-Irak. J'avais 3 ans quand la guerre est finie, donc je ne l'ai pas vécu d'une manière très violente, parce que je n'ai même pas compris en fait encore ce que c'est la guerre. D'ailleurs, je pensais que c'est ça ce qui se passe partout dans le monde. Je pensais que c'est la normalité en fait, la guerre. Mais ce qui m'a frappée, c'était après la guerre, c'était les images d'après la guerre. C'était cette vidéo qu'on voyait à la télé, les bus qui ramenaient des survivants, des prisonniers relâchés parfois après même 10 ans, je me rappelle. En fait, ça suit vachement
Bon, j'avais 3 ans quand la guerre est finie, mais jusqu'à mes 15 ans, on entendait toujours de ces bus qui ramenaient des gens que toute la famille pensait disparus, mais ils revenaient. Donc ça, c'était intéressant ce qui est intéressant, c'est pas bouleversant, mais sur ces disparus qui réapparaissent. Ça m'a vachement interrogée. Et une autre chose, c'était que dans ma vie en Iran, il y a une grande différence dans la vie de, je crois, tous les Iraniens en Iran. Il y a une grande différence entre le sphère privée et le sphère publique. Ce qu'on vit dans les maisons, c'est pas du tout ce qu'on vit à l'extérieur. Bon, ça peut être, comme un bon exemple, c'est le voile. Dans les lieux publics, on est obligé de porter le voile. Mais à l'intérieur, ça se passe complètement autre chose. Il y a une autre ambiance. Quand on veut faire des fêtes, c'est à l'intérieur des maisons. Quand on sort, c'est éventuellement pour boire du thé. Il y a une grande différence de ce qu'on vit. Et j'ai commencé à travailler avec du tissu, surtout parce que le tissu, par sa fonction, enfin, on utilise le tissu. Ça marche, ça toujours. On utilise le tissu pour cacher quelque chose, mais en même temps pour montrer autre chose. C'est-à-dire, c'est un objet qui remplace. On peut couvrir un mur abîmé avec un morceau de tissu. Ça peut devenir une décoration, mais en tout cas, même dans le vêtement, dans la façon qu'on utilise le tissu, on l'utilise toujours pour montrer quelque chose à la place d'une autre chose. Donc, je voulais parler de la première que tu as mis après le drapeau. En fait, j'ai mis beaucoup de temps, encore. Oui, voilà, merci. Ça, c'est un travail que j'ai fait en 2018. C'est une broderie. J'ai travaillé avec du tissu en faisant des broderies, en fait. Donc ça, c'est une forme que j'ai brodée. J'ai acheté le tissu avec ce motif, avec des fleurs. Après, j'ai brodé une forme à la couleur du fond pour cacher ces fleurs. Mais en même temps, vu que je brodais, je créais de relief. Donc, en même temps que cette broderie cachait quelque chose, en même temps, ça donnait plus d'informations sur ces fleurs parce que ça crée ce relief. Donc c'était ça à ce moment-là quand je travaillais le tissu, qu'est-ce que je cache et en même temps qu'est-ce que je montre à sa place. Et c'est comme ça qu'après on arrive alors voilà, merci. Et en travaillant quand je travaillais la broderie, j'étais en résidence en 2018. Par hasard, j'abîme en fait le tissu je trouve qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à chercher. Donc, je commence à chercher une forme et je commence à détisser le tissu pour créer une forme. Ça, c'est une œuvre que j'ai faite ensuite en 2019, qui est 2 mètres sur 140. Je l'ai montrée dans mon première exposition à la Galerie Phrase de la Balade. Ça, justement, la forme qui est détissée, c'est la forme d'un motif iranien qui s'appelle fleur et oiseau. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de créer la forme négative. En fait, ce qui fait la forme, c'est ce que j'ai enlevé. C'est par détissage que j'ai réussi à créer une forme. Donc, cette forme qu'on voit au milieu, voilà, le motif fleur et oiseau, c'est la partie que j'ai défait le tissu. C'est-à-dire, sur ça, j'ai enlevé les fils horizontaux. Donc, ça fait que le motif apparaît suite à un travail de défait. Et en fait, je comprends aussi que je suis... en fait, au départ, quand j'ai commencé à travailler le tissu, ce qui m'intéressait aussi, c'était l'idée de la disparition. Qu'est-ce qui... et aussi quand je suis arrivée... j'ai appris ça. Non. Quand je suis arrivée en France avec une valise en 2009,
voilà, j'arrive, je connaissais personne, nulle part, rien du tout. Et j'arrive avec très peu d'objets qui m'appartenaient. Et là, je vois que même si ma famille est disparue, c'est-à-dire qu'elle est plus présente, et mes amis, plusieurs de mes objets me rappellent de ces personnes-là. Donc j'essayais de chercher qu'est-ce qu'il reste quand il y a une grande partie des choses qui sont disparues. Je vais essayer de t'expliquer un peu mieux. J'essayais un peu de chercher dans l'histoire qui existe derrière des objets. Aussi, je me rappelle qu'à ce moment-là, je me sentais un peu comme une trace de ma vie d'avant, de la vie que j'ai eue en Iran, mais en même temps, en arrivant en France, je suis en train d'être une autre personne parce que des choses qui m'appartenaient ne sont plus présentes, donc il fallait que je me présente autrement. Donc j'ai commencé à réfléchir, à travailler sur la trace, sur quand il y a quelque chose qui disparaît, qu'est-ce qu'il en reste. Et je crois que j'avais même besoin de voir que quelque chose reste. Même si je défais le tissu, j'avais besoin de voir qu'il y a un fond qui reste, un fond qui peut rappeler le motif d'origine. J'ai essayé de trouver l'origine dans une trace, ou comment une trace garde en mémoire l'objet d'origine. Ce dont on se rend compte aussi, il y a un de tes films qui est projeté en bas sur cette femme qui est aussi à la trace d'un fils à travers des objets. Donc même dans ton film, ça c'est très palpable en fait, cette question de l'enquête, de vraiment, et puis comment transformer à partir des objets. Je pense que c'est quelque chose qui se ressent aussi, on en parlait tout à l'heure, dans cette double absence, c'est-à-dire être absent de son pays et être absent aussi quand on est ici parce qu'on pense à ailleurs, et d'être tout le temps dans une espèce d'oscillation comme ça. Et puis aussi, ce dont tu parles, c'est la transformation, c'est une sorte de métamorphose de la matière qui reste, et la créativité destructrice qui est cette idée de Malabou selon laquelle on transforme les choses même en les détruisant, et qu'en fait il reste toujours une matière, que pour faire une forme, que pour faire apparaître, notamment dans l'art, avec la terre, le tissu, le papier, il a fallu quelque part un déchet, quelque chose qu'on n'a pas voulu utiliser. Et c'est cette trace-là. Toi, tu recherches ce qui reste et comment le transformer, le magnifier, et presque en faire des sortes de reliques, finalement. Et c'est ça ce qui m'a vraiment intéressée, c'était trouver cette frontière entre le visible et l'invisible. L'objet qu'on voit, qui peut apparaître un objet très banal, qu'est-ce qu'il cache en soi? C'est quoi le côté invisible de cet objet-là? Et aussi, bien sûr, chez des gens, pas seulement des objets, mais tout ce qu'on peut, cette frontière entre le visible et l'invisible, où la tension entre l'apparition et la disparition, c'est des choses qui... Et puis c'est la réunion de ces objets finalement qui crée l'apparition du disparu. Enfin, il y a une sorte de chose qui se mobilise tout d'un coup dans cette pièce, dans le film, et comme dans tes sculptures et dans tes tissus. Oui. Et aussi, au fur et à mesure, j'ai compris que ce qu'il reste de tissu, c'est aussi ce qui reste visible dans un sens. C'est aussi le passage de mon corps et le temps que j'ai mis en travaillant ce tissu, ce travail. Parce que ça m'arrive assez souvent qu'on me demande combien de temps t'as mis, est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps? Donc on voit le temps est dedans, la durée c'est dedans, et même le passage on peut imaginer moi au travail, mon geste au travail, mon corps au travail. Au fur et à mesure, je me suis intéressée aussi par ça, par la trace
de mon corps et de passage de mon corps. Alors, sur ce travail, justement, c'était intéressant. C'est un tissu iranien, jusque-là, je ne sais pas s'il y en a d'autres ou pas. Mais pendant une période, j'ai commencé à travailler avec les tissus iraniens parce que, voilà, vu qu'il y avait cette recherche sur moi et mon origine, un peu, j'ai commencé aussi à travailler avec le tissu iranien. Mais et ce qui était intéressant, c'est que sur ces tissus-là, la trace qui reste, ça devient une nouvelle forme qui est différente de motifs. Ça devient une forme indépendante de ce tissu, comme une nouvelle identité. En fait. Ça prend une nouvelle identité. Il y a les mêmes couleurs, le couleur de tissu, mais la façon que ça crée la trace, la façon que la trace apparaît, ça crée une forme avec une nouvelle identité. Peut-être tu peux parler de cette série qui est pour le coup presque plus tangible. C'est carrément des anthropomorphiques, il y a carrément des visages qui apparaissent, des silhouettes. Et si on peut t'ajouter une question en même temps, est-ce que tu ne fais que détisser ou est-ce que le détissage devient un tissage à partir d'un certain moment? Parce qu'on a l'impression qu'effectivement ça creuse, donc ça soustrait. Mais d'après, dans l'effet négatif que ça crée, et notamment la manière dont ça tombe, donc dans la manière où ça redevient une espèce de chose débordante ou qui n'a plus de cadre, même si tu insistes souvent sur ces cadres, donc on se dit que tu recherches cet effet de limite, mais à quel moment ou à quel point il y a du tissage dans le détissage? Ou alors c'est que du détissage? Et le détissage ne redevient jamais du tissage. C'est très intéressant, je trouve, ce que tu dis. Je ne l'appelle pas de retissage, mais ce qui m'intéresse, c'est que je perturbe le tissu, je détisse le tissu, mais à la recherche d'un nouvel ordre. Je veux que de désordre et de chaos que je crée dans le tissu, j'arrive à un nouvel ordre. Ça tient Une nouvelle harmonie. Voilà, oui. Que tu cherchais la limite aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines œuvres pour lesquelles tu utilises des cadres et d'autres où c'est beaucoup plus libre et en même temps il y a ces formes qui sortent et donc il y a une sorte de... Il y a un échappatoire, il y a encore cette histoire de la trace, mais c'est vrai que le cadre n'est pas toujours aussi présent. Le cadre est toujours présent parce que, oui, c'est vrai, c'était toujours aussi comme ça. Même quand je travaille avec d'autres choses, le cadre est là. Parce que le cadre, pour moi, ça représente justement l'objet encadré, l'objet d'origine. Donc j'ai besoin de ce cadre. Alors, même la relique. Mon travail, oui, voilà, ça suggère aussi le relique. Ça, c'est une installation que j'ai fait, j'ai montré aussi à la Fort Asiana en octobre, bientôt. Je voulais créer une installation un peu inspirée des installations des cadres de 18e, dans lequel on encadrait des portraits de famille, c'était quelque chose, une installation un peu familiale. Et aussi, ça m'intéressait de travailler avec des cadres anciens, justement, qui ont une historicité. Quand on voit un cadre ancien, et on l'appelle un cadre ancien, c'est qu'on peut savoir qui a du vécu derrière. Donc ça m'intéressait de créer un peu une sorte de dialogue avec le passé de ces cadres-là. Et essayer peut-être imaginer tout ce qui était déjà encadré ou comment je peux parler de l'absence de cette image qui était auparavant encadrée, et en même temps créer une nouvelle forme. Parler de ce rapport au passé, peut-être qui est intéressant aussi dans la question de l'absence, où justement on fait des va-et-vient en permanence avec la mémoire. Et le fil est quand même un objet traditionnel, de pratique.
qu'on retrouve, et donc tu mobilises d'une certaine manière cette histoire, et en même temps elle disparaît. Enfin, il y a quelque chose de complètement nouveau qui se crée, on la voit même pas. Enfin, moi, le cadre ancien, je le vois, mais c'est même pas ça qui attire mon attention. Et dans tes motifs aussi, dans ceux que tu crées, ceux que tu choisis, les motifs floraux, l'oiseau, comment est-ce que tu vas chercher ces choses-là? Est-ce que c'est juste dans ta mémoire? Est-ce que c'est des choses qui occupent ton quotidien? Je sais que tu travailles dans un endroit qui est très occupé, avec plein de choses comme ça qui viennent dans tes œuvres aussi. Et en même temps, c'est extrêmement subtil. En fait, ça dépend vraiment de projets et de thèmes que je travaille et le lieu où je vais montrer ces œuvres-là. Par exemple, voilà, l'installation d'Abel qui s'appelle Au bord de l'oubli, c'était parce que je savais que je vais montrer au musée de la Monnaie. Donc, c'était intéressant de créer un lien avec voilà, le musée, ça me donnait cette idée-là. Ou pour mon exposition justement au musée Alexandre David-Net pour janvier 2024, je vais faire des choses qui sont liées avec le trajet qu'elle a parcouru en Asie. Donc voilà, ça dépend aussi du Et peut-être qu'on peut conclure avec le Grand Même Rouge, qui du coup et encore une fois cette œuvre qui sort du cadre, et là il y a carrément le négatif qui vient prendre l'espace, qui est presque plus de l'ordre de l'installation que... Oui, en fait, j'ai essayé un peu de dessiner le trajet que j'ai passé dans mon travail. Et je voulais montrer ce travail en dernier parce que c'est un peu la direction que ça prend mon travail, et sur ce que je disais tout à l'heure sur mon corps au travail ou le geste de tissage. J'aimerais que voilà, ce geste-là et cette apparence corporelle soit plus visible dans le travail. Voilà. Merci beaucoup. Et je vais passer le micro et Merci passer beaucoup. au travail de Marad. Merci à vous deux, Chloé et Golnaz. Alors, pour présenter brièvement Barol, donc elle a ce travail à mi-chemin entre la création plastique et la recherche théorique ou historique. La plupart de ses projets sont dans cette hybridité. Elle travaille aussi, donc c'est ce qui va nous intéresser, sur des dispositifs cartographiques, des dispositifs cartographiques donc, qui passent par le numérique pour une diffusion plus efficace et aussi une forme d'archive en fait évolutive. C'est bien sûr ce que permet le numérique. Barol va aussi nous expliquer que c'est aussi lié à aussi une question de mémoire orale. Aussi, la carte n'est pas que la carte en tant que dispositif, on va dire, graphique ou même dynamique, mais la carte est aussi finalement un réceptacle de voix, de trajectoire, notamment, donc, puisque tu as travaillé sur plusieurs dispositifs cartographiques, on n'aura pas le temps aujourd'hui de les évoquer tous, on va surtout se concentrer sur une de tes cartes, qui est la carte des absentes, en anglais, The Map of the Absentees, parce que le site internet est dénommé en anglais, Map of the Absentees. Et donc, je ne vais pas te prendre plus de temps, on serait ravis de t'entendre là-dessus, notamment cette carte en particulier qui traite des réfugiés politiques d'après la révolution dite islamique de 1979 et le destin ou les trajectoires brisées et parfois, pourquoi pas, ressuscités de ces réfugiés politiques presque entre la vie et la mort, on peut dire, ou entre leur disparition et leur réapparition, leur voix dans ce dispositif. Merci infiniment, Barol, de nous présenter ça. Bon, tout d'abord, je vais remercier l'équipe d'Aver pour nous avoir généreusement accueillis ce soir. Merci au public, merci à Chloé et Morad pour l'organisation de cette table ronde. Ma cartographie des absents, c'est une cartographie qui est née, voilà, la cartographie est très large, qui est née vraiment d'une expérience personnelle et vécue.
Les absents, pour moi, sont des militants qui ont participé à la révolution de 1979, des différents groupes de gauche qui étaient opposés au régime monarchique et qui vont être opposés aussi à un régime islamique. Qui sont obligés de quitter le pays pendant les années 80 à cause de la violence de régime. Donc on parle ici de violence de masse. Il y a un terme universitaire pour parler de ce genre de violence qui est politicide, très proche de génocide, c'est-à-dire exterminer un groupe politique parce qu'ils appartiennent à une idée politique. Donc, cette cartographie vraiment vient, comme je viens de dire, d'une expérience vécue, une expérience que je ne peux pas le définir autre que par le mot absence. C'est-à-dire que dans les souvenirs que mes parents m'ont racontés ou dans leur album de photos, il y avait des gens que je ne connaissais pas, mais qui m'étaient proches, mais que je savais qu'ils n'étaient pas morts. Parce qu'en fait, dans ma famille, il y avait beaucoup de gens qui ont été exécutés, qu'ils n'avaient pas de tombe, en fait, qu'ils étaient jetés dans les fosses communes. Donc je savais qu'il y avait une différence, en tant qu'enfant, je savais qu'il y avait une différence entre ces personnes qui sont mortes, qu'on n'a pas de traces d'eau, et ces personnes qui sont absentes, mais qui ne sont pas là. Qui ne nous appellent pas non plus parce que les lignes téléphoniques à l'époque, je parle vraiment fin 80, 90, avec un contrôle extrême sur tous les échanges et communications. Et donc, ces personnes-là, ils étaient absents. Et j'avais ce sentiment, il y a quelque chose qui est altéré, il y a quelque chose qui a été touché, il y a quelque chose qui a été modifié. Et cette expérience de l'absence, ce sentiment de l'absence, se diffère de l'absence de la personne morte ou de choses absentes. Quand mes parents racontaient leurs souvenirs de ces personnes-là, ils parlaient des lieux, les lieux que je connaissais. Ils racontaient qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu avec ces gens-là. Donc il y avait, moi et ces absents, on avait des lieux en commun. Ces lieux qui appartiennent aujourd'hui à mon passé aussi également. Mais par contre, c'était impossible d'imaginer ces personnes dans ces lieux-là, parce que tout a été modifié dans la ville, comme avait évoqué Neda. On sait que les villes ont été modifiées par les images des martyrs. Tout a été vraiment effacé. Pour vous donner juste un exemple, pour que vous sachiez à quel point vraiment les militants politiques étaient présents dans la rue. Au début de la Révolution, il y avait une initiative populaire de la part de la population qui nommait les rues de Téhéran ou les rues de leur ville à partir des noms des militants de différents groupes. De cette manière-là, le pluralisme qui était présent au sein de la révolution 1979, que j'évite de dire révolution islamique, car ce n'était pas, était présent dans la rue. Mais tout de suite après, quand la République islamique a pris le pouvoir, ces noms ont été effacés. Donc, dans la ville, il n'y avait rien qui pouvait vraiment montrer leur présence dans la ville. En fait, tout a été supprimé. Et on sait que l'espace public, c'est l'espace d'apparaître de militants politiques. C'est l'espace où des militants politiques va venir parler, va venir faire des actions politiques. Et donc, j'essaie d'être aussi un peu rapide. Donc, pour vous dire que quand je parle de l'absence, je ne sais pas exactement de quelle image je me réfère pour parler de cette absence, parce que cette absence n'a pas d'image. En fait, l'exode des militants politiques des années 80 de l'Iran n'a pas d'image. Donc, je parle de ce besoin de comprendre de cette histoire, c'est le besoin de comprendre le passé de ces militants. Et ce besoin m'a conduit à mener une enquête intime qui traite d'une manière sensible la mémoire de ces absents. C'est-à-dire que je ne peux pas reconstruire ce qu'ils ont vécu, ni montrer ce qu'ils ont vécu dans ces rues.
Et quand je parle des héros des années 80 de Téhéran ou d'autres villes, on peut parler encore de Kurdistan où la violence était extrême, mais je vous parle des héros qui étaient, si on parle seulement de Téhéran, des héros qui ont été bombardés, parce qu'on est à l'époque de la guerre. En même temps, il y a une recherche policière, mais très sévère contre les militants politiques. Ils n'arrivent pas à trouver des endroits pour dormir. Parfois, ils finissent de dormir dans la rue. Donc, les rues de Téhéran étaient en même temps les scènes on va dire, des assassinats politiques. Donc, je ne pouvais pas construire tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux rapprocher, à la fois en tant que chercheuse, mais aussi artiste, de cette mémoire, que si je ne m'approche pas de cette mémoire, elle va disparaître. Et tout en sachant que les militants politiques des années 80, c'est ceux qui ont fait la révolution, c'est toujours un sujet très sensible en fait. J'ose dire, sont l'autre de l'histoire de l'Iran, sont l'autre de l'histoire de la révolution, répartis à travers le monde. 15 réfugiés politiques iraniens dont l'exil trouve son origine dans la destruction politique intervenue dans l'Iran post-révolutionnaire, ont participé à l'élaboration de cette carte. Ce sont celles et ceux qui conçoivent l'exil comme une prise de position politique, comme la poursuite d'une lutte, d'une résistance, aussi symbolique que soit-elle. Oui. Chaque voix raconte un souvenir, une pensée, une analyse ou un événement lié à un lieu précis de Téhéran. Ces voix qui ne permettent pas de construire un récit historique et détaillé, tentent d'établir à travers la carte actuelle de Téhéran un rapport dialectique entre le passé et le présent. Cette carte, certes lacunaire, tente de donner la possibilité de se confronter à cette autre de l'histoire de la révolution de 1979, à une mémoire amputée, exilée, susceptible de faire ressurgir une altérité politique perdue. Cette cartographie, en tenant de dessiner les empreintes des absents et des absentes dans la ville, interroge la neutralité à laquelle la carte semble prétendre à l'écart des désastres politiques. La carte des absents, qui a un projet ouvert, peut être appréhendée comme un petit acte de résistance face au pouvoir autoritaire de la carte. Elle est la transposition d'une installation cartographique sonore. Au début, j'avais fait une installation physique, comme vous pouvez voir. En fait, on entendait les voix des exilés sortis des... En fait, j'avais créé un dispositif multicanaux et on pouvait entendre tous les voix en même temps. C'est des haut-parleurs, n'est-ce pas? C'est Pour ceux qui sont loin. Oui, c'est des haut-parleurs. On pouvait tourner autour de la table. Et on pouvait entendre un brouhaha humain, en fait, et en fait impressionné par toutes les voix qui sont forcées d'absenter de la ville et de sa vie politique. Quand j'ai montré ce travail la première fois, je me suis dit, il y a un problème politique avec ce genre, avec ce travail physique. Parce que les spectateurs, les auditeurs, ils n'arrivent pas à tisser des liens intimes avec les absents, et en quelque sorte, comme quoi, moi je participe aussi à cette politique qui a fait effacer ces exilés. Alors que l'exilé, on le sait, c'est ce que l'exilé vit. En fait, il lutte en permanence contre le silence et l'oubli. Donc je me suis dit, cette installation va encore rentrer les exilés dans l'anonymat, parce qu'on ne va pas entendre leur récit. Donc c'est l'idée de site web qui m'a venue à ce moment-là. Et je trouvais que l'idée de site web est en lien avec les valeurs politiques de projet, parce que le site web peut voyager, peut aller en Iran, peut aller aux États-Unis, peut aller en Europe, là où veut. Et j'ai pas besoin de montrer mon travail dans le cadre d'une galerie, d'un musée, avec pour seulement on va dire des visiteurs et des auditeurs déjà bien avertis, et que le site peut exister en dehors des espaces physiques, et c'était la meilleure solution. Et une solution, je veux dire, qui avait une dimension politique. Donc, il y a des explications en 3 langues, on peut lire dans l'à-propos. Il y a des articles, si vous avez le temps de lire des choses très, très sérieuses, c'est pas mal.
Par contre, moi je pense que le mieux, c'est peut-être écouter un des récits pour comprendre exactement de quoi on parle. Il y en a beaucoup, en fait, qui sont vraiment bouleversants et ils se complètent. Et je veux dire, le récit vient de l'époque de Shah et se continue encore dans les années 80. Et parfois, et je vais peut-être montrer quelques-uns pour montrer des images, parce qu'il y a des images aussi. Et parfois, en fait, ils m'ont envoyé des images. Par exemple, là, ce récit-là, c'est la personne qui m'avait raconté, en fait, il parle de jours où on a la population, pendant la Révolution, ils ont libéré la prison de Devine. Le peu que nous, on en entend aujourd'hui beaucoup de prisons de Devine. Et il m'a envoyé des images de jour de la libération de prison de Devine, de son archive personnelle. Il y a encore, par exemple... Et là, il y avait du son aussi. Il y a du son. On va écouter des récits. Bon, là, par exemple, cette dame m'a raconté une histoire très, très personnelle parce que elle était obligée de changer tout le temps sa maison. Et ça s'est passé quelque chose parce que en fait, elle était obligée. Du coup, son fils avait brûlé sa main et cette trace de brûlure sur la main de son fils est toujours présente. Donc, elle m'a envoyé une photo de leur vie d'avant. Il y a beaucoup d'images. Est-ce que tu suis un protocole forcément systématique dans lequel il y a toujours du son et des photos, ou est-ce que ça peut être aléatoire et plus lacunaire? Aléatoire, en fait. J'ai essayé de leur donner le plus de liberté possible. Ils pouvaient raconter, comme je dis, une analyse, une pensée, un souvenir avec image ou sans image. Bien sûr que je préférais qu'il y ait l'image. Là, c'est une histoire qui est assez intéressante. C'est sur la question de torture à l'époque du Shah. La personne a été tellement torturée qu'il pensait qu'il méritait d'être mort, il méritait d'être torturé. Il y en a beaucoup. Donc, je ne vais pas parler de toutes les... Mais on va peut-être écouter le récit de Roman Moradi, l'image qu'elle m'a envoyée, en fait, les images qu'elle m'a envoyées, ils font vraiment faire écho à ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est l'image, c'est les images qu'elle a... En fait, je vais écrire les dates. Ça, le premier, c'est... En fait, elle était enseignante. Et aussi partisan d'un parti politique de gauche. Première image, c'est dans sa classe 1979. Bon, on va écouter peut-être un peu, voilà. On va peut-être... C'était une période très difficile. Je veux parler des années 1981, 1982, 1983, 1984. La pression sur nous augmentait toujours plus et toutes les personnes qui, durant cette période, ont mené une activité politique ont ressenti cette atmosphère qui, au-delà des enjeux politiques, nous atteignait dans notre chair. Nous avions le sentiment à cette époque que notre environnement devenait de plus en plus petit et que notre espace était de plus en plus restreint. C'est ce que je ressentais personnellement, tout comme beaucoup de mes camarades. Ce n'était pas seulement parce que j'entendais les informations et que je savais qu'il y avait des ordres et des arrestations. C'est quelque chose que l'on ressentait dans la rue également. Les gens se méfiaient les uns des autres. Dès que quelqu'un quittait un lieu qui lui était familier, tous les regards étaient suspects. Et les rendez-vous que nous nous donnions entre membres de notre organisation devaient être préparés très minutieusement. Lorsque nous arrivions, nous devions nous assurer... Peut-être pas, vous prenez votre temps pour l'écouter, mais je crois que Romain a très bien raconté l'ambiance de cette époque. Je vais peut-être finir juste sur le choix de la carte, parce qu'on en a parlé de pourquoi la carte. On sait que la carte, c'est, on va dire, l'image simplifiée des phénomènes complexes, mais aussi on sait que la carte sert le pouvoir politique en place. On va dire la carte est l'alliance de science et de pouvoir politique. Et moi, j'avais envie de renverser ce constat, j'avais envie de casser les statu quo de la carte. Je voulais que cette carte qui sert à la République islamique pour venir placer les noms sur les rues, et tout simplement sur la carte d'Iran apparaît par exemple le nom de la République islamique. Je voulais que cette carte, même carte, qui sert au pouvoir en place, serve, cette fois-ci, sera
service des opposants de régime. Donc voilà, c'est tout simplement et plus brièvement, voilà. Je finis là. Merci infiniment, Barbara, merci beaucoup pour cette présentation qui forcément donne envie à tous de l'utiliser, donc de devenir pas des témoins, mais en tout cas de rentrer dans le dispositif de la carte et de partager en tout cas cet espace avec les témoins que tu as réunis. Et encore une fois, les gens qui s'intéresseront à ton travail verront que tu as créé d'autres dispositifs cartographiques, notamment une cartographie de la destruction et aussi une cartographie du manque, qui sont aussi liés à des espaces de deuil en Iran, notamment le cimetière de Khovalan, mais sur lequel on aurait pu faire une petite conclusion, mais je crois que si on veut quand même... à la base, on voulait aussi avoir une discussion croisée, mais il faut aussi qu'on prenne des questions du public. Il est bientôt 20h, et donc il faut qu'on fasse attention, parce qu'on voulait aussi prendre un verre après pour que vous puissiez avoir un échange plus informel avec les artistes. Donc peut-être sans transition et peut-être sans prolonger, même si on aimerait bien prolonger la discussion entre les trois artistes, ce qu'on n'est pas vraiment réussi à faire. En tout cas, on l'aura fait implicitement à travers vos trois propositions généreuses, précises, incarnées.